Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau PFH, un nouveau Puroresu France Hebdo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une émission intéressante parce qu'on va parler du BJW Ikitosen Deathmatch et je vais également vous faire mes pronostics pour le G1 Climax qui commence demain. Donc c'est parti pour un nouveau PFH. Bienvenue chez Cody. Alors j'ai regardé les 4 dernières journées qui a eu lieu du BJW Ikitosen Deathmatch. C'était du 14 juillet au 18 juillet et donc je ne vais pas vous parler de tous les combats. Pour faire simple et pour faire un résumé, j'ai personnellement passé quand même du très bon temps devant le BJW Ikitosen Deathmatch. Il faut noter l'effort vraiment de la Big Japan Pro Wrestling avec bien sûr le fait de diffuser les 2 matchs par journée, de les diffuser à quelques heures d'intervalle. Donc ça c'était très cool. Alors c'était en hardcam, alors pour tous les combats sauf pour le dernier combat qu'ils ont diffusé aujourd'hui, donc le 18 juillet à l'heure où j'enregistre. Mais en tout cas, dès que je rentrais du travail, j'avais les combats. Donc c'était très intéressant. C'était la première fois qu'on pouvait presque suivre en direct la Big Japan Pro Wrestling. Et clairement, moi j'attendais que ça. C'est une promotion qui m'a toujours attiré, que j'ai toujours pris du plaisir à regarder. Et c'est vrai que là, le gros problème de la Big Japan, c'est que c'était souvent en décalé de 2 à 3 semaines. Et que moi qui suis l'actualité, c'est compliqué de pouvoir parler de l'actualité quand on l'a tout simplement pas vu. Donc ce n'est pas le cas cette fois-ci avec le BJW Ikitosen Deathmatch, mais vu que en soi, bon voilà, les matchs étaient intéressants, je vais surtout vous parler des 2-3 matchs qui m'ont extrêmement plu. Le reste, je vais passer. En soi, il faut noter, s'il faut noter des choses, c'est Del Patrick qui est plutôt intéressant, qui est un bon catcheur américain, Gaijin qui est plutôt intéressant, Beastman qui a eu une évolution très intéressante dans le tournoi, lui qui avait une gimmick d'homme de Cro-Magnon comme je vous l'avais expliqué, il a décidé dans son avant-dernier match de tournoi d'arrêter tout ça, d'arrêter le côté voilà, homme de Cro-Magnon et de tout simplement passer d'être un mec fort, un Gaijin fort, gros mais fort et costaud, et ça a été tout de suite 10 fois mieux, ça a tout de suite bien plus accroché avec le public également, et franchement je pense que c'est quelque chose plutôt intéressant pour la suite si il doit revenir du côté de Big Japan Pro Wrestling, de plus utiliser ce gros côté gimmick qui ne plaît pas trop du côté de la Big Japan Pro Wrestling. Et vraiment en soi c'était clairement une mauvaise idée. Je pense qu'il le faisait du côté des États-Unis, mais c'est vrai que là au Japon ça ne prenait pas. Donc en tout cas il a bien fait de changer, c'était bien cool. Madman Pondo c'était un peu plus intéressant par la suite du tournoi. Il va terminer le tournoi avec 6 points, donc 3 victoires et une défaite. La défaite qu'il aura eu contre Hideyoshi Kamitani lors de la première journée. Hideyoshi Kamitani qui lui va se qualifier dans le bloc A en tant que premier. Il est déjà premier au bout de la 8e journée alors qu'il reste logiquement encore un match pour lui, mais quoi qu'il arrive, même s'il le perd, il va être qualifié. Donc Hideyoshi Kamitani, l'actuel champion BJW Deathmatch, va se qualifier pour le bloc A. Et dans le bloc B, c'est Daiju Wakamatsu, un catcheur de la 2AW qui a été vraiment exceptionnel du début à la fin de ces 4 matchs. J'ai trouvé qu'il a fait 4 combats qui lui ont permis d'évoluer parfaitement, et clairement il y a un combat qui a commencé à me plaire, et après il a vraiment enchaîné 2 très bons combats. Donc c'est les 3 combats que je vais vous en parler tout de suite. Le premier combat donc de Daiju Wakamatsu qui lui a permis de se qualifier donc en finale et d'être premier de ce bloc B. Le premier combat c'était lors de la journée 6 du BJW Ikitosen Deathmatch. On était toujours du côté de Hokkaido bien sûr, comme toute cette tournée du côté de la Big Japan Pro Wrestling, et Daiju Wakamatsu donc il a fait un match contre Ryuji Ito, un très bon match de Puroresu Deathmatch. Et quand je parle de Puroresu Deathmatch, j'en fais vraiment une différence par rapport au Deathmatch US habituel. C'est tout simplement parce que là, dans le Deathmatch à la japonaise, on fait du puro et on utilise les objets comme surplus, comme truc en plus, comme truc bonus qui donne une attirance différente au combat. Pas on utilise les armes juste parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, comme ce que fait souvent les catcheurs américains, et je vois vraiment une grosse différence entre les catcheurs deathmatch américains et les catcheurs deathmatch japonais. Alors il y a de plus en plus de catcheurs américains qui sont dans le deathmatch et qui catchent vraiment très bien. Je prenais l'exemple tout à l'heure de Del Patrick, c'est un catcheur qui vraiment fait très bien les choses dans ce style là. Il y a également, je pense, à Akira, un catcheur très reconnu sur la scène américaine qui également entre autres a fait partie de cette équipe Baka Gaijin du côté de la Big Japan Pro Wrestling par le passé. Donc voilà, il y a des catcheurs américains qui savent le faire, mais c'est vrai que les japonais ont un truc en plus, et Ryuji
Ito, une légende de la Big Japan Pro Wrestling, et face à un jeune catcheur Daiju Wakamatsu de la 2AW, il a vraiment tout fait pour le mettre extrêmement over, et dans ce combat, on a vraiment eu tout ce que j'aime, avec donc une montée en puissance, un début de combat sans armes, l'arrivée un peu progressivement des néons, etc. Et surtout des moments très pourreaux avec des German suplex, on se relève, hot German suplex, bah, coup de néon, on se relève, on n'a pas peur, etc. Enfin plein de trucs comme ça qui fait qu'il y a une montée en puissance et un bon storytelling dans ce combat. Donc le premier match que je vous recommande, c'était à la journée 6, c'était Ryuji Ito contre Daiju Wakamatsu dans le bloc B, dans un match Fluorescence Light Tubes Deathmatch, donc un match de néon, match que j'ai noté 4,25 sur 5, c'est vraiment à recommander. Et dans les autres matchs que j'ai à vous recommander également, c'est un autre match de Daiju Wakamatsu, on était dans la journée 7 du tournoi et c'était contre Beastman, donc comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, Beastman qui donc de son personnage d'homme de Cro-Magnon était passé dans un catcheur tout simplement gros, costaud et violent, et c'était vraiment très intéressant face à une différence de gabarit par rapport à Daiju Wakamatsu. C'était un très bon combat, match à recommander, pareil, 4 sur 5, donc tout est disponible bien sûr sur le BJW Core, donc voilà, vraiment très cool. Beastman qui avait gagné ce combat et donc qui mettait un peu en difficulté Wakamatsu pour la qualification, et il faisait face dans un dernier combat dans la 8e journée contre Yuki Ishikawa, la petite pépite du deathmatch du côté de la Big Japan Pro Wrestling, un jeune catcheur de chez eux, un pur produit de la BJW. Daiki Wakamatsu allait donc devoir gagner contre Yuki Ishikawa. Yuki Ishikawa qui a déjà été 2 fois champion deathmatch par le passé, qui est comme je l'ai dit un pur produit BJW, et on a eu tout ce qu'on a eu, donc tout ce que je vous ai expliqué contre Daiki Wakamatsu contre To, mais ben on l'a eu encore mieux parce que Yuki Ishikawa est vraiment très bon, c'est un très bon catcheur. On a eu vraiment des gros spots, on a eu un Sunset Flip Powerbomb qui était magnifique. Vraiment, je vous recommande à fond ce match. Si vous voulez voir des très bons deathmatch et voir si ça peut vous plaire, ces deux matchs là, les deux matchs de Daiki Wakamatsu qui est clairement le MVP du tournoi pour moi, vraiment je vous recommande. Et donc du coup, en gagnant ce combat, il va éliminer Yuki Ishikawa, parce que Yuki Ishikawa à ce moment là, il a uniquement donc un match dans le tournoi avant d'avoir son match contre Daiki Wakamatsu. Wakamatsu, en gagnant ce match, il va tout simplement donc éliminer Ishikawa parce que lui, il aura fini tous ses matchs. Il va terminer le tournoi avec 6 points en 4 matchs, donc 3 victoires et une défaite. Et Ishikawa, il a fait que de 2 matchs, il peut encore gagner ses 2 derniers matchs, mais il aura 6 points. Et comme il a perdu contre Wakamatsu, quoi qu'il arrive, Ishikawa est éliminé. C'est une façon de construire le tournoi qui était vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'on n'a pas attendu la fin du tournoi pour savoir les gagnants, mais vu que c'est dans une tournée qui est dans la même région, clairement les personnes qui viennent sur les shows, c'est les mêmes fans, donc ils ont entre guillemets rien à vendre. Donc c'est des fans qui sont déjà conquis par le produit et qui vont arriver, même si les 2 dernières journées sont pas intéressantes pour l'évolution du tournoi, parce que dès cette 8e journée sur 10 on va connaître déjà les 2 finalistes, peu importe pour eux, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très bien de construire comme ça. Donc dans le bloc A, en qualifié, c'est Hideyoshi Kamitani, donc l'actuel champion Deathmatch et champion par équipe de la Big Japan Pro Wrestling, qui va faire face donc dans le bloc B, au gagnant du bloc B, à Daiki Wakamatsu, donc le jeune catcheur de la 2AW. La finale aura lieu le 25 juillet au Korakuen Hall et le show sera diffusé en live en hardcam sur le BJW Core. Mais vraiment, j'ai très hâte d'y être et ça risque d'être un très bon match. C'est intéressant parce que si Wakamatsu gagne contre Kamitani, il y aura donc un rematch, cette fois-ci pour le titre. Je pense qu'ils vont aller au point de faire gagner Wakamatsu pour un vrai gros match à nouveau contre Kamitani, cette fois-ci pour le titre. Match que Wakamatsu devrait logiquement perdre, car Wakamatsu n'est pas un produit de la Big Japan. Mais en tout cas, je trouve la construction très intéressante. Je vais suivre les 2 dernières journées par curiosité. Si vraiment il y a des gros matchs à rattraper, je vous le dirai. Mais en tout cas, voilà, moi tous les catcheurs m'ont plus ou moins plu dans ce tournoi et j'ai trouvé ça vraiment plutôt honnête. En tout cas, moi je me suis plutôt bien amusé devant ce tournoi et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir suivre la Big Japan Pro Wrestling presque en live. Et donc on va parler de la New Japan Pro Wrestling avec le G1 Climax 34 qui va commencer donc dès demain, le samedi 20 juillet, et ça sera comme ça
pendant tout le mois d'août jusqu'à fin août, si je dis pas de bêtises. Ça sera en même moment, en même temps que le N1 Victory. Bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça arrive. On aura comme ça plein de très bons catchs à regarder. Pour résumer rapidement le format pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un tournoi comme un championnat de Ligue 1 qui se divise en deux blocs. Il y aura un bloc A et un bloc B. Les deux blocs sont composés de 8 catcheurs chacun. Il y aura 3 qualifiés par bloc et le troisième qualifié d'un bloc va rencontrer en match à élimination directe deuxième qualifié du même bloc, donc le bloc A rencontre le bloc A et le premier va éviter ce quart de finale et donc va se retrouver en demi-finale contre le gagnant du quart de finale entre le deuxième et le troisième. Donc voilà, j'espère que je me suis fait comprendre, mais en tout cas ça va être plutôt intéressant. C'est la première fois qu'ils utilisent cette façon de faire et je trouve ça plutôt intéressant, donc voilà. Et bien sûr tout est disponible sur le New Japan World et les shows en général c'est vers 10h30, 11h du matin. Et donc je vais y aller avec mes pronostics. Tout simplement dans le bloc A on a Tetsuya Naito, Shota Umino, Sanada, Shingo Takagi, Great Okan, Zack Sabre Jr., Evil, Gabe Kidd, Jack Lee qui était du côté de la Pro Wrestling Noah et donc qui a rejoint le Bullet Club War Dogs comme je vous l'ai expliqué lors du dernier PFH. Et celui qui s'est qualifié dans le bloc A avec les qualifications, donc le tournoi qualificatif, c'est le jeune catcheur et donc le plus jeune catcheur à participer à un G1 Climax, c'est Callum Newman de United Empire. Et bien entendu, Tetsuya Naito, c'est l'actuel champion IWGP et si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe si Naito gagne le tournoi, tout simplement, il va choisir son adversaire pour Wrestle Kingdom. Alors ce bloc A est vraiment très intéressant. Donc on a Jack Lee qui va rejoindre New Japan Pro Wrestling sûrement officiellement après ce G1 Climax. En tout cas il a rejoint le Bullet Club War Dogs, il a quitté les Good Looking Guys du côté de la Pro Wrestling Noah et il a clairement annoncé que c'était la fin du côté de Noah Pro Wrestling pour lui. Donc clairement il va s'installer du côté de la New Japan Pro Wrestling et je pense qu'il va être très important dans ce G1 Climax et je le vois bien vraiment se qualifier. Également quelqu'un que je vois bien se qualifier c'est Tetsuya Naito. Naito il faut qu'il soit quand même très fort. Il vient de prendre le titre à Jon Moxley. Je ne le vois pas ne pas gagner beaucoup de matchs dans ce tournoi. Donc lui aussi, Naito va se qualifier. Là, je suis embêté après pour le troisième qualifié. C'est entre Shota Umino et Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. qui est quand même l'un des gaijin très importants du côté de New Japan Pro Wrestling. Et voilà, il y a eu beaucoup de teasing ces derniers temps du côté de Zack Sabre Jr. Et dans l'idée, c'était si je ne gagne pas ce tournoi, ça sera un échec et je serai hyper déçu et je ne pourrai pas supporter cet échec. Et moi je pense clairement que Zack Sabre Jr. ne va pas se qualifier dans le bloc A. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression que Zack Sabre Jr. va quitter la New Japan Pro Wrestling après janvier 2025 et donc va aller sûrement du côté de la All Elite Wrestling. J'ai l'impression qu'il s'est vachement plu du côté de la All Elite Wrestling et j'ai cette impression qu'il a envie aussi de changement et que pour lui aussi ça bloque. New Japan Pro Wrestling a vraiment envie de mettre ses talents, ses jeunes talents japonais en avant et je ne vois pas comment Shota Umino ne passerait pas ce tour. Alors il faut savoir que Shota Umino revient d'une blessure, mais s'il participe à ce G1 Climax, c'est qu'il est capable et je pense aussi qu'ils vont jouer sur le fait qu'il est blessé et qu'il n'est pas en grande forme. Je vois bien Shota Umino commencer difficilement et bien terminer au fur et à mesure, même en jouant quand même sur la fatigue. Donc pour moi Shota Umino se qualifierait en troisième position, Tetsuya Naito se qualifierait en deuxième position de ce bloc A. Le seul match que Naito perdra, ça sera contre Jack Lee. Jack Lee potentiellement il peut perdre contre Shota Umino, ça peut être quelque chose d'intéressant pour la suite ou contre quelqu'un d'autre, peut-être une victoire un peu surprise, peut-être contre Evil ou Zack Sabre Jr. à la limite pour avoir quand même une belle victoire, mais je vois quand même, voilà, je vois Jack Lee assez fort, perdre peut-être un ou deux combats. Naito pourquoi pas perdre contre Takagi également, ça peut être intéressant pour la storyline par rapport à Lost in Urban Bless des Rapon et ça pourrait expliquer pourquoi pas un futur turn sur Naito, ça pourrait être intéressant aussi. Donc voilà, Naito peut perdre un ou deux combats, potentiellement dans les blocs Takagi et Jack Lee. Voilà, c'est ce que je vois. Zack Sabre, je pense qu'il va être quatrième, mais à rien à ça de se qualifier par rapport à un Shota Umino. Alors il faut savoir que j'ai pas regardé le calendrier comme ça, mais voilà, je vous dis mes pronostics comme ça sans réfléchir au calendrier. Et en première position, comme Jack Lee vient de rejoindre le Bullet Club War Dogs, je vois vraiment un G1 Climax très dominé par le Bullet Club War Dogs, en tout cas dans les blocs. Et donc dans le bloc A, clairement, je vois Jack Lee qui va arriver très fort et donc gagner contre Naito dans les blocs pour pouvoir avoir un match pour le titre IWGP entre la fin du G1 Climax et
Wrestle Kingdom. Donc voilà, donc pour résumer, en 1, Jack Lee, en 2, Naito, en 3, Shota Umino, ce qui ferait qu'on aurait un quart de finale entre Tetsuya Naito et Shota Umino. Shota Umino qui remporterait ce match et donc qui irait en demi-finale contre Jack Lee. Et en demi-finale, Jack Lee perdrait, je pense, à moins qu'ils y aillent vraiment à fond et qu'ils envoient Jack Lee, mais je pense que Shota Umino va quand même aller en finale, car tout simplement je vois les jeunes japonais, les jeunes catcheurs japonais, les jeunes produits de la New Japan Pro Wrestling extrêmement forts dans ce tournoi. Et dans le bloc B, on a Hiroki Goto, El Phantasmo, Jeff Cobb, l'actuel champion TV, Yota Tsuji, David Finlay, l'actuel champion global, Inare, l'actuel champion Never Openweight, Ren Narita, Yuya Uemura, Konosuke Takeshita et Oleg Boltin. Alors ce bloc B, il est quand même très serré et hormis la première position et la deuxième, j'ai vraiment un peu du mal à savoir qui peut se qualifier en troisième position dans ce tournoi. Donc je vais vous expliquer bien sûr qui je vois. Donc Oleg Boltin qui s'était qualifié grâce au tournoi qualificatif du G1 Climax. Et pour moi, je vois bien quand même un Yota Tsuji assez fort. Et donc pourquoi pas se qualifier en première position dans ce bloc B. En deuxième position, je vois bien, et pourquoi pas à égalité de points par rapport à Yota Tsuji, même je vois bien un David Finlay. David Finlay qui va, quoi qu'il arrive, être très fort dans ce bloc. C'est pour ça que je le vois bien être à égalité au nombre de points à Yota Tsuji, mais je vois bien également donc Yota Tsuji gagner le combat contre David Finlay, mais ça aura aucune répercussion sur la suite de mon histoire, tout simplement parce que je vais envoyer Yota Tsuji pour le titre IWGP, donc peu importe de sa victoire contre le champion global, ça peu importe. Donc je vois bien Yota Tsuji en numéro 1 se qualifier donc directement en demi-finale, David Finlay arriver en deuxième position et donc se qualifier en quart de finale, et pour la troisième place j'hésite entre deux catcheurs. Soit ils y vont avec l'ultra push qu'ils sont en train de faire avec un catcheur comme Oleg Boltin, parce que tout simplement c'est quelqu'un qu'ils ont l'air d'y croire énormément, c'est un jeune catcheur, quelqu'un de très fort qu'ils ont mis en avant, qui font perdre très peu, et donc potentiellement ils pourraient lui faire un gros push et à la limite se qualifier en dernière position à l'extrémis en troisième position. Donc ça pourrait être quelque chose d'assez surprenant, mais c'est couillu, je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Ou soit tu as la possibilité également de mettre Konosuke Takeshita. C'est un gars de All Elite, c'est un gars de DDT, mais c'est clairement quelqu'un qui est très reconnu par le public japonais et très apprécié également. Et comme ils veulent mettre les talents japonais en avant, je pense que c'est quelque chose qu'ils pourraient faire également. Donc j'hésite vraiment entre Takeshita et Oleg Boltin pour cette troisième position, tout simplement parce que moi dans mon idée, il faut qu'on trouve des challengers à chaque champion qui sont dans le tournoi G1 Climax. Et à ça que ça sert le G1 Climax, c'est tout simplement de pouvoir construire la carte pour Wrestle Kingdom. Et donc actuellement c'est vrai que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un tel et d'un tel. Pour Naito, je vais vous expliquer qui je vois gagner, mais que ça va être clairement Yota Tsuji, j'y reviendrai après. Quelqu'un comme Jeff Cobb, ça peut être quelqu'un comme Oleg Boltin, clairement, parce que vraiment, potentiellement, ça peut être intéressant, et pourquoi pas. Ça peut être également quelqu'un comme Yuya Uemura, voilà, pourquoi pas. Après, il y a Inare également. Inare, ça peut être également Oleg Boltin, parce que c'est un mec fort, qui est plutôt bien dans le style Never Openweight, ou pourquoi pas un Ren Narita également, ça peut jouer là-dessus. Mais pour le titre global, j'hésite vraiment entre deux catcheurs, entre donc Takeshita et Oleg Boltin. Oleg Boltin, ça serait très surprenant, mais vu que c'est un titre qui est plutôt gaijin, ça serait peut-être pas bête de le faire avoir un match à Wrestle Kingdom pour ce titre global de David Finlay, titre qui ne gagnerait pas je pense à Wrestle Kingdom, mais ça pourrait être intéressant. Konosuke Takeshita, c'est un japonais, mais il est connu à l'international. Donc c'est également un très bon coup de la part de New Japan de le pusher un peu et de pourquoi pas le qualifier en troisième position. Comme je vous l'ai dit, moi je mettrais Konosuke Takeshita en troisième position qualifié dans ce bloc, et donc il irait en demi-finale contre David Finlay. Cette fois-ci match qu'il gagnera parce qu'il aura perdu contre David Finlay dans les blocs, donc il va gagner ce match qui va l'envoyer en demi-finale contre Yota Tsuji. Ça nous permettra d'avoir un Yota Tsuji contre Konosuke Takeshita, et potentiellement Takeshita pourrait gagner contre Tsuji dans le bloc. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant d'avoir une revanche de Yota Tsuji donc dans cette demi-finale, et donc on aurait une demi-finale entre Shota Umino et Yota Tsuji. Moi je pense que c'est l'année et le moment de mettre les jeunes en avant et de montrer à tout le monde, pense qu'ils n'ont pas le talent pour être des main eventers, de fermer des bouches tout simplement. Et c'est vraiment ce que j'ai l'impression, ce que Tanahashi et la New Japan Pro Wrestling veulent faire, recréer une nouvelle génération et recréer des nouvelles stars. Et clairement en mettant Shota Umino, Yota Tsuji en finale, pour moi c'est le meilleur à faire. Et je pense également que
que tu as la possibilité d'écrire des très belles choses avec Yuta Tsuji qui gagnerait contre Shota Umino, parce que Shota Umino il sort de sa blessure, il sera fatigué, il aura mal commencé le D1 Climax et il arrive voilà finalement en finale, le public sera derrière lui, mais malheureusement il n'aura pas la force nécessaire pour battre Yuta Tsuji. Yuta Tsuji remporterait donc le D1 Climax pour la première fois de sa carrière, ça serait une grosse victoire exceptionnelle, vraiment, ça serait un très bon truc et ça raconte parfaitement l'histoire derrière pour Wrestle Kingdom contre Tetsuya Naito. Tu fais Naito, Yuta Tsuji avec possiblement un gros turn, etc. le lendemain de Wrestle Kingdom. T'as vraiment une belle histoire pour ton début d'année, avec pourquoi pas Shingo également qui turn, etc. Bref, t'as quand même pas mal de choses intéressantes à faire. Et ça pourrait être intéressant. Et Shota Umino, après, voilà, il y aura tout à construire. Il sera derrière un Yuta Tsuji et lui pourrait gagner le D1 Climax, par exemple, l'année prochaine contre, pourquoi pas, un Yuta Tsuji à nouveau. Donc voilà, c'est ce que je vois. Donc je redis rapidement ce que j'ai dit. Donc dans le bloc A, je vois donc Jack Lee se qualifier en 1, Naito en 2, en 3 Shota Umino, demi-finale Naito Shota Umino passe, demi-finale Jack Lee Shota Umino gagne, finaliste du bloc A Shota Umino, et dans le bloc B je vois Yuta Tsuji passer en 1, en 2 David Finlay et en 3 Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita gagne contre David Finlay qui lui permettra d'avoir un match pour le titre global à Wrestle Kingdom, sachant qu'il y a Wrestle Dynasty aussi, attention à voir également que la carte soit pas un peu modifiée, on verra ça également parce que potentiellement ce match pourrait pourquoi pas avoir lieu à Wrestle Dynasty, why not. Et donc derrière on aurait donc Konosuke Takeshita contre Yuta Tsuji, Yuta Tsuji gagnerait cette fois-ci et finale Shota Umino Yuta Tsuji avec la victoire de Yuta Tsuji. Donc voilà, ce n'est que mes pronostics, hein, voilà, c'est mon avis, peut-être que j'aurai raison, peut-être que j'aurai tort, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires, je compte sur vous. Il faut savoir que je n'ai pas du tout regardé quels étaient les derniers combats de chaque soirée, etc. Rapidement, avant de vous quitter, je vais regarder ça vite fait. Mais dans le bloc A, on aura donc Shingo Takagi, Jack Lee. Donc potentiellement, voilà, ça peut raconter ce que je disais par rapport à Jack Lee, que Jack Lee pourrait se qualifier à la place de Shingo. Naito va rencontrer Great Okan et Shota Umino Evil. Donc en vrai, Jack Lee, oui, c'est une belle finale contre Shingo Takagi qui pourrait à la limite se qualifier s'il gagne également, voilà, on pourrait faire un truc comme ça. Shota Umino qui est presque éliminé, mais il faut à tout prix qu'il gagne contre un Evil qui triche. L'histoire elle est faite, il y a une grosse storyline entre les deux, donc c'est parfait. Et Naito contre Great Okan, potentiellement Great Okan, ça peut être un mec un peu dangereux parce que voilà, on cherche toujours un leader du côté de United Empire. Après c'est vrai que je n'ai pas parlé de Sanada, Zack Sabre Jr. Sanada, c'est pareil, c'est un match je pense qui pourrait compter également, mais il faudrait que il y ait un autre résultat qui va se passer dans un autre match pour que un des deux soit qualifié. Donc voilà, enfin en tout cas c'est pour les blocs c'est pas évident à pronostiquer pour vous avouer, mais j'ai vraiment cette impression que Zack Sabre va rejoindre l'élite, je ne sais pas pourquoi. Et Sanada, j'ai l'impression que le train est un peu passé, mais par contre voilà, Sanada il pourrait aller pour le titre Never ou autre, hein, voilà, ça peut être plein d'idées pour Sanada un peu plus bas dans la carte je pense. Et dans le bloc B, donc la dernière journée, ce sera Yuta Tsuji Jeff Cobb, potentiellement également, ça peut être intéressant. Alors je me dis attention parce que ça peut être aussi potentiellement un match avec une victoire de Yuta Tsuji. Si Tsuji ne remporte pas le tournoi derrière, bah, potentiellement ça peut être un très bon match pour le titre TV. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. El Fantasmo, David Finlay, ça peut être également un bon dernier match parce que Fantasmo faisait partie du Bullet Club et si je dis pas de bêtises, David Finlay l'a viré du Bullet Club, donc tu as une grosse storyline. Donc c'est également intéressant. Et Takeshita, lui, va rencontrer Ren Narita. Ren Narita, il va être casse-couille aussi. Donc voilà, donc je suis quand même curieux. Potentiellement, ce que je vous ai raconté avec les derniers combats, ça peut se tenir. Mais bon, ça on le saura donc en suivant le D1 Climax. En tout cas, j'espère que ce PFH vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je compte sur vous également pour le partage, le like. Merci à vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!